On reçoit tous des emails de prospection ou des messages sur LinkedIn ou ce que tu veux, où c'est compliqué et surtout où on voit directement que la personne essaie de nous vendre quelque chose. Ça, c'est une approche qui est pas géniale ou qui peut prendre du temps à trouver le bon message pour une et bonne raison. Et j'ai appris ça un peu à mes dépens, mais pour moi, la vente, c'est avant tout une communication où il y a de l'humain. Et je m'en suis rendu compte beaucoup dans les démos que je faisais pour mon produit ou dans les messages que j'envoyais. C'est-à-dire que si tu as une approche où tu vas donner avant de recevoir, où tu vas trouver quelque chose, où tu vas aider la personne avant de mettre le pied à l'étrier pour lui dire, bah tiens, d'ailleurs, c'est cette solution-là qui va t'aider, ça te permet de pouvoir tout de suite avoir une approche qui va avoir une réponse beaucoup plus intéressante. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Lekoupanek. Julien, c'est le fondateur de Prospect With. Il a travaillé, ça a été même le premier à bosser chez Crisp. Et surtout, il a bossé aussi avant tout ça, chez The Family. Il accompagnait plus de 500 entreprises par an. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de toutes les problématiques rencontrées lors de la prospection. Donc, on va parler de ciblage, on va parler de messages, etc. Et on conclura avec ton retour d'expérience, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Prospect With, il est tout seul. Et ça, c'est vraiment pas rien en voyant un peu tout ce qu'il a fait. Donc, on va faire un peu le tour de toutes les questions. Mais tout d'abord, Julien, je vais te laisser présenter et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Salut. Bah, merci Youssef de m'avoir accueilli dans ton podcast. Donc, pour résumer dans les grandes lignes, j'ai un profil euh, un peu, je fais à la fois du marketing et du produit, donc je dois jongler avec différentes disciplines régulièrement tous les jours. Ça me demande de m'organiser énormément et c'est enrichissant aussi parce que quand on a une vision assez holistique du funnel, on est capable de savoir de prendre certaines choses qu'on apprend dans le marketing et de la mettre dans le produit et inversement aussi, que ce soit sur l'expérience utilisateur, etc. Donc j'ai pas mal de choses à partager sur ces choses-là. Parfait. Est-ce que tu peux juste nous parler d'abord de Prospect With, savoir un peu ce que c'est un outil qui fait quoi? Ouais, bah alors Prospectwiz, au début quand j'ai démarré ça il y a un an et demi, je savais pas trop ce que je faisais. J'ai démarré le produit et sur une idée simple, c'était de créer une base de données d'entreprise qui te permettent de pouvoir récupérer en quelques clics toutes les entreprises qui correspondent à ta cible client. Donc imaginons que tu es une entreprise qui vend à des e-commerce français, et bah tu voudrais récupérer toute la liste de tous les e-commerce français. Euh, ainsi que éventuellement tous les CEO ou les fondateurs ou n'importe qui de cette boîte-là. Et donc, moi, je te permets de récupérer ça en quelques clics et d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle entreprise qui va correspondre à ce filtre. Donc, ça veut dire que en synchronisant avec ton CRM, on va être capable d'automatiser toute ta lead génération et ça va permettre de pouvoir chaque semaine récupérer des nouveaux prospects et qui sont pile poil dans ta cible client et du coup de gagner un temps fou en fait. Soit ça te permet de te concentrer sur finalement là où est la valeur, c'est-à-dire faire des démos, closer des clients, les upseller et améliorer ton produit. Et donc ça fait plus ou moins, on va dire, une grosse année que tu fais ça. Et ça en est où en termes de clients, etc. Parce que moi, j'en ai entendu parler depuis quelques temps. Franchement, avant que tu me le dises, je pensais que ça avait beaucoup plus d'ancienneté. Donc, on voit que l'évolution a été assez rapide. Je voulais savoir, ça en était où pour l'instant. Bah, là, j'avais sorti le système de paiement en septembre 2020. Donc, tu vois, ça fait un an et demi à peu près qu'on peut payer sur le site. Et aujourd'hui, j'en vis, c'est en croissance. Euh, j'ai des bons taux de conversion en démo. Après, j'ai toujours un côté où il faut gérer le marketing et le produit. C'est-à-dire que quand je fais du marketing, je fais pas de produit. Quand je fais du produit, je fais pas de marketing. Donc, j'ai cet aspect-là qui est à gérer. Donc, apprendre à déléguer. Je pense que c'est là où j'en suis actuellement. C'est vraiment de bien apprendre à déléguer mes tâches. D'accord. On discutera de tout ce qui est justement les différents défis qui sont générés par le fait que tu sois seul. Mais j'aimerais la partie où parce qu'on a préparé cette émission et la partie où tu m'as vraiment surpris, c'est la structure avec laquelle tu analyses en fait les différents problèmes quand une personne vient te parler et te dit voilà, moi ici, j'ai mon entreprise, on a des problèmes d'acquisition, on a des problèmes dans notre prospection, etc. Tu as une méthodologie qui est assez intéressante pour traiter les problèmes et je voulais justement que tu nous la détailles et qu'on puisse voir ensemble comment on pourrait apprendre de là. Alors, ouais, en fait, j'aime beaucoup les choses quand elles sont simplifiées.
c'est souvent très facile de rendre quelque chose de complexe, mais de réussir à avoir le recul et à supprimer les choses qui sont finalement qui n'ont pas d'impact et à simplifier un framework, par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur sur le long terme parce qu'il permet de prioriser les actions qu'on va faire pour optimiser un système. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, quand j'étais à The Family, j'avais une contrainte, c'est-à-dire que j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient je fais ça en prospection, ça marche pas. Donc, quand quelqu'un il te dit ça, comment est-ce que tu approches quelle approche tu vas faire pour l'aider? Avec le temps, à force de voir beaucoup de gens qui prospectaient et qui venaient me voir, je me suis rendu compte qu'il y avait trois variables sur lesquelles on pouvait actionner de manière à optimiser en fait son prospection. Ces trois variables-là, elles sont dans l'ordre le ciblage, c'est-à-dire on va regarder sa campagne, on va regarder qui c'est qui cible et qu'est-ce qui a fait que cette cible, est-ce que cette cible est pertinente en fait? Donc là, il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire. On va regarder les clients de la personne, est-ce qu'ils sont similaires aux clients qui payent? J'ai vu des cas des fois où il y avait des personnes qui ciblaient des clients en fait, ils ciblaient des prospects qui n'avaient jamais payé sur leur site. Genre, c'est des gens qui appartenaient à une cible de clients qui ne payaient pas sur leur site. Donc là, tu lui dis, bah, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'il vaut mieux cibler cette cible-là qui paye sur ton site pour tu auras plus d'impact. Deuxième point, c'est la partie message. C'est en fait, alors ça, c'est l'erreur classique et c'est malheureusement quelque chose qui peut prendre du temps. La plupart des gens qui démarrent en prospection, ils pensent que on va écrire un email et ça va fonctionner. En général, ils sont vite déçus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des taux de réponse qui sont assez faibles. Et il y a ceux qui arrêtent et il y a ceux qui continuent à optimiser continuellement et à simplifier encore leur message. En fait, on reçoit tous des emails de prospection ou des messages sur LinkedIn ou ce que tu veux, où c'est compliqué et surtout où on voit directement que la personne essaie de nous vendre quelque chose. Ça, c'est une approche qui n'est pas géniale ou qui peut prendre du temps à trouver le bon message pour une et bonne raison. Et j'ai appris ça un peu à mes dépens, mais pour moi, la vente, c'est avant tout une communication où il y a de l'humain. Et je m'en suis rendu compte beaucoup dans les démos que je faisais pour mon produit ou dans les messages que j'envoyais. C'est-à-dire que si tu as une approche où tu vas donner avant de recevoir, où tu vas trouver quelque chose, où tu vas aider la personne avant de mettre le pied à l'étrier pour lui dire bah, tiens, d'ailleurs, c'est cette solution-là qui va t'aider, ça te permet de pouvoir tout de suite avoir une approche qui va avoir une réponse beaucoup plus intéressante et beaucoup plus humaine. Alors, j'ai plein d'exemples à donner, parce que ça peut paraître un peu confus, mais prenons le cas d'une agence SEO. Tu es un agence SEO, tu vends des services SEO. Alors, tu as deux manières de faire. Soit tu vas envoyer des messages en disant je peux améliorer la SEO de ton site, est-ce que ça t'intéresserait, blablabla. Soit tu vas le voir et tu lui dis, tu lances ton robot sur son site, tu regardes où est-ce qu'il y a des problèmes et tu lui dis écoute, j'ai détecté sur ton blog, il y a plein de liens morts. Ici, 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 je t'envoie un fichier avec tous les liens morts. N'hésite pas à faire des modifications parce qu'à mon avis, là, tu vas être pénalisé dans peu de temps avec Google. Donc, tu vois, tu arrives en lui donnant quelque chose. Et derrière, quand la personne, elle te répond, en plus d'ailleurs, tu auras des taux de réponse qui seront vraiment beaucoup plus significatifs. Là, derrière, tu lui dis, et d'ailleurs, si tu veux, bah, nous, on a plein de stratégies, de tips qu'on peut mettre en place pour améliorer le SEO de ton site. Est-ce que tu es disponible pour un appel téléphonique ou un call ou un démo et tu lui balances un lien Calendly, tu vois. Donc, toi, tu as une approche très humaine où tu vas donner avant de recevoir. Et ça, c'est des optimisations de messages. Ça peut prendre du temps. Parce que donner avant de recevoir, c'est pas lui balancer un PDF et lui dire tiens, j'ai écrit un PDF de 30 pages, est-ce que lis-le, ça va t'intéresser. Tu vois, les gens, ils n'ont pas le temps. Il y a toute une notion de qu'est-ce que je peux lui offrir ou qu'est-ce que je peux lui mettre comme message qui va lui donner de la valeur en fait. Donc moi, il m'a fallu du temps pour le trouver, mais j'ai fini par en trouver un qui marche bien. Et donc cette partie-là, message, c'est quelque chose qu'il faut travailler énormément. Et la troisième point, c'est la partie ciblage, la partie channel, qui permet de pouvoir, en fait, c'est très contre-intuitif au début, mais les channels de communication ne sont pas adaptés à toutes les cibles de personnes. Prenons le cas d'un coiffeur. Un coiffeur, tu ne vas pas lui envoyer un mail. Si tu vends à des coiffeurs, tu téléphones. Si tu vends à des médecins, tu téléphones. Un start-upper, tu peux lui vendre par LinkedIn, par Twitter, peut-être. Il va être plus connecté là-dessus que par email. Parce que sa boîte mail, elle est pleine. Sur, je sais pas, un autre type de cible client, l'email, ça va être parfait. Pour d'autres, ça va être les salons. Tu vois, pour d'autres, ça va être les cartes. Enfin, il y a plein de channels qui existent. Il faut les trouver. Et je dirais qu'il faut trouver ce que j'appelle un peu un persona channel fit. C'est en fait ton channel qui fit à ton persona et qui est totalement adapté à ce persona. Donc, pour revenir,
quand quelqu'un a une campagne de prospection, je regarde 3 variables, le ciblage, le message et le channel. Et c'est sur ces variables-là que j'essaie d'avoir de l'impact pour améliorer sa prospection. D'accord, donc voilà, vraiment le framework qu'on va l'appeler CMC. Et, voilà, donc c'est vraiment pour le garder en tête. J'aime vraiment ce côté-là, comme tu as dit, de simplifier les choses. C'est facile de les rendre compliquées, etc. Mais venir pouvoir traiter tout problème de prospection avec cette vision-là, ces lunettes-là, on va dire, où tu essaies d'analyser voilà, mon ciblage, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. On va rentrer dans le détail de chaque partie, hein. Mais voilà, mon ciblage, puis le message, et enfin le côté channel, le côté canal Voilà. avec lequel on communique, sur lequel on communique avec nos prospects. Et justement, ici, ben, on va rentrer alors dans le ciblage. J'aimerais savoir tout ce que tu as à nous dire sur le côté ciblage, mais surtout, comment choisir en fait le bon persona, comment bien cibler. Est-ce que je dois cibler large ou cibler vraiment très, très, très niché? Quels sont tes conseils? Bah, justement, en fait, sur cette variable-là, c'est pour ça que j'ai créé ProspectWiz. En fait, c'est que je voulais créer un produit qui permettait d'aider les gens à cibler et à récupérer pile poil leur cible. Il y a plusieurs erreurs que les gens font. En fait, quand on veut vendre à quelqu'un, il vaut mieux travailler avec une approche qui est très niche. C'est-à-dire qu'on va définir quelques personas qui vont permettre et qui correspondent à un certain nombre, à des personnes qui n'ont pas trop de volume, en fait. Parce que ce qu'on veut voir, c'est lesquels on va les prospecter, tu vois, par persona, par liste, et on va regarder là où on a plus de réponses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personas, il ne faut pas trop en avoir, mais il faut quand même être très agile et très dynamique. C'est-à-dire que dès qu'on veut tester un persona, il faut qu'une semaine après, on sache si ce persona-là marche pour savoir si on optimise ce persona-là, si on optimise notre discours commercial autour de ce persona ou si on passe à un autre. Parce qu'il y a des personas qui ont des cycles d'achat qui sont différents. Si on a un persona qui appartient plutôt à une cible, je ne sais pas, de startups qui viennent de faire des séries A, les cycles d'achat ou de réponse, ils vont être plus lents que sur des startupeurs qui viennent de démarrer, tu vois. Donc, en fait, tu as aussi un cycle d'achat qui peut varier entre les personas. Tu as des fonctionnalités qui peuvent être plus intéressantes pour des personas que pour un autre. Donc, toi, si tu es très bon sur une fonctionnalité, en fait, indirectement, tu as un persona qui va être plus réactif qu'un autre. Donc, en fait, tu vois, tu as toute cette notion de personas qui peuvent évoluer aussi dans le temps en fonction de ton produit évolue, mais où ton discours commercial évolue, etc. Et donc, il faut que tu réfléchisses à quelques personas, pas trop, qui ne soient pas trop volumiques, et surtout que tu aies quelque chose que je recommande de faire, d'avoir des notes sur chaque persona. Moi, j'ai un Notion et j'ai chaque persona, donc moi, pour l'instant, j'en ai 3. J'ai les SaaS, les agences de recrutement, et tout ce qui est, le troisième que j'oublie régulièrement d'ailleurs, parce que je ne le prospecte pas beaucoup, tout ce qui est agence de lead, de sales. Alors ça, c'est mes 3 personas, tu vois. Et j'ai des notes sur chaque persona dans ce document-là. Les cycles de vente, les fonctionnalités auxquelles ils sont intéressés, que je dois aborder le plus vite possible avec eux parce que je sais qu'ils vont être actifs sur ces fonctionnalités-là. Le temps qu'ils mettent à payer. Est-ce que l'argent est un problème pour eux? Donc, est-ce que c'est nécessaire de mettre une discount ou est-ce que je peux, en fait, par exemple, les agences de recrutement, ils s'en foutent, il y a trop d'argent. Donc, quand ils passent un candidat, en fait, ils gagnent tellement d'argent qu'ils s'en foutent de payer une solution 100 balles par mois. Par contre, une agence de recrutement, 100 balles par mois, c'est pas le même investissement, tu vois. Pas une agence de sales. Donc, en fait, tu vois, chaque persona a des cycles d'achat différents, des choses pour lesquelles ils sont plus ou moins réactifs. Et du coup, ça, il faut le noter parce que des fois, on peut découvrir des choses qui sont un peu contre-intuitives. Et surtout, quand on a un nouveau sales qui arrive dans la team, il a déjà toutes ces données sur chaque persona. D'accord. Et j'aimerais savoir ici, toi, dans ton cas, tu as 3 personas. Est-ce que tu conseilles un certain nombre, ou minimum 3, maximum 15, par exemple, ou justement, est-ce qu'on se dit, bah, tu sais quoi, moi j'ai quand même envie de jouer, de ratisser large, on va dire, d'essayer d'augmenter mes chances d'avoir des clients. Donc ce que je fais, c'est peut-être je garde cette approche assez nichée, c'est-à-dire assez poussée dans le détail, mais c'est pas pour autant que je vais pas cibler un maximum de personas, donc j'en ai une vingtaine et je communique avec eux. Ça dépend de ta force de frappe, en fait. Si tu as une force de frappe avec 10 sales, c'est totalement différent que si tu es 2 personnes dans un garage, tu vois, qui doivent vendre. Enfin, ça dépend vraiment de ta force de frappe. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une approche très nichée avec entre 3 et 5 personas au début,
d'être très, très agile, c'est-à-dire de très vite déterminer quel persona nécessite le focus et après de se concentrer sur cette cible, sur ce persona-là, c'est-à-dire en optimisant nos messages, notre site commercial, notre discours, et jusqu'à ce qu'on sature ce persona-là. Et quand on le sature, on passe à un autre, tu vois. D'accord. Et par personnage, je veux dire, pour toi, une liste de prospects, pour qu'elle soit assez représentative, il faut plus ou moins combien de personnes, combien de prospects? Bah, pour se faire une idée, il faut des échantillons. Je dirais que tu fais des échantillons entre 200 et 500 prospects, tu vois, par cible. Entre 200 et 500 prospects. Ouais, ou on va dire plus de 200 et un peu moins de 1000, ça sera assez, tu vois. D'accord. Et donc à ce moment-là, une fois qu'on a ça, comment est-ce que, voilà, moi ici, je me dis, j'ai envie de commencer, j'ai un nouvel outil, un SaaS ou que sais-je, et j'ai envie de déterminer mon persona. Mais j'ai l'impression que, surtout au début, quand on commence avec ce petit côté amoureux de son produit, tu as l'impression qu'il peut servir vraiment à tout le monde, à monsieur tout le monde et n'importe qui. Donc tu te dis, comment est-ce que je dois me limiter? Comment est-ce que je vais identifier que cette niche-là, c'est vraiment un persona qui est crédible ou pas? Ou comment, par lesquels commencer en fait? Alors, j'ai encore un autre framework pour ça. Je regarde trois choses. Et ça, je l'ai appris aussi à The Family. En fait, la première chose, c'est est-ce que la cible, elle comprend mon produit? Alors, comprendre mon produit, ça ne veut pas dire comprendre ma proposition de valeur. Ça veut dire comprendre ma proposition de valeur et savoir comment je peux en tirer bénéfice pour mes propres besoins. C'est-à-dire, en fait, comprendre comment je vais pouvoir utiliser le produit pour répondre à mes besoins et aux problématiques que j'ai au quotidien. Donc ça, c'est la première chose que je regarde. Il y a des personas qui vont plus comprendre que d'autres. Deuxième point, je regarde si la personne, elle utilise mon produit ou qu'elle paye. Et troisième point, je regarde si la personne, elle en parle autour d'elle. Donc en fait, je comprends, je paye ou j'utilise et je partage autour de moi. Partager, ça veut dire partager sur les réseaux sociaux, partager sur un forum, parler en bouche à oreille. Généralement, tu le sais parce que tu as des gens en support qui vont te dire je viens de la part de telle personne, etc. Donc là, généralement, il faut allumer le warning et se dire attends, il y a un truc important. Cette cible-là, elle me redirige des clients. C'est que en fait, c'est finalement une cible très intéressante. Et ce que je vous ai dit là, c'est les trois composantes d'un product market fit. C'est je comprends, j'utilise et je partage autour de moi. Et la troisième variable, je partage autour de moi, elle est extrêmement importante parce que, en fait, je pense que c'est la plus difficile à avoir. Et surtout, quand on l'a, on sait qu'on est sur un truc. J'ai vu des startups, des fois, avoir du bouche-à-oreille de fou. Et là, on se disait, ah, cette startup-là, elle est sur un truc. Tu vois, parce qu'il y avait un bouche-à-oreille qui se faisait. Et finalement, en fait, c'est aussi la représentation d'un besoin, en fait. Parce que quand tu as des gens qui ont un besoin et un problème, ils diffusent très vite la solution. C'est vrai qu'une fois que c'est le Graal en fait, je veux dire, c'est une étape au-dessus du paiement, c'est-à-dire que quand la personne paye, c'est qu'elle est convaincue par le pitch de vente que tu lui as fait. Mais si elle recommence, c'est-à-dire qu'elle a été convaincue par. Tu es un bon vendeur, mais après ton produit l'a convaincue. Et ça, c'est hyper important. On va dire, peut-être pas ton produit, mais ton service ou l'expérience que tu lui as offert, elle a été convaincue, elle est tellement convaincue qu'elle la recommande autour d'elle, à des personnes qu'elle aime. Donc c'est vraiment. Un facteur de réussite qui est, pour moi, c'est le Graal en tout cas. Comment je vois les choses, c'est bien Ouais, ça. c'est une validation ultime. Et ça, il faut être extrêmement attentif à ce genre de critères. Dès qu'un persona il vous redirige des gens, à mon avis, c'est un persona sur lequel il va falloir se concentrer vite. D'accord. Et voilà, ici, par exemple, je commence, je me dis, voilà, ça, c'est les trois critères de réussite que je vais essayer de garder à l'œil. Mais au début, avant d'identifier trois personas, par exemple, que je vais faire, est-ce que tu te dis, voilà, je commence juste au feeling, je choisis certaines personnes, ou est-ce que tu fais une autre méthode, je veux dire, tu testes en masse et tu regardes les différents profils qui prennent? Bon, franchement, au début, tu le fais au feeling, hein. Surtout quand tu démarres, hein. En fait, ce que j'aime bien dans les startups, c'est que au début, tu construis un produit pour comprendre le produit à construire. C'est-à-dire que, en fait, tu as une idée, tu te dis, vas-y, c'est ce produit-là qu'il faut faire, si je veux en telle personne, etc. C'est très simplifié. Tu as produit, besoin, client. Et derrière, en fait, tu te rends compte que finalement, les clients, ils ne payent pas, donc il va falloir itérer sur le produit. Finalement, ce besoin-là, c'est un nice to have, on est plutôt du must have, donc il va falloir que j'améliore ça. Et en fait, tu finis par comprendre le produit à construire. Et pourquoi je te dis ça? C'est pas la même chose sur les personas, en fait. Tu as des personas, tu penses qu'ils vont payer, mais en fait, pas du tout. Tu penses que des personnages qui vont rester avec toi très longtemps et en fait, ils churnent. Je vais te raconter une histoire que j'ai découverte il y a à peu près 6 mois.
que je n'ai pas du tout pensé quand je faisais ProspectWiz, c'est que sur ProspectWiz, j'ai lancé une API aussi où tu peux enrichir des entreprises. Donc, j'ai deux produits. J'ai les gens qui peuvent très vite télécharger des fichiers avec les prospects et j'ai les gens qui, eux, ils veulent accéder à l'API pour enrichir des entreprises. Je l'avais sorti et puis j'ai quelques gens qui ont commencé à payer sur ce truc-là. Et ben, ce que je me suis aperçu, très marrant, et c'est pas logique maintenant, mais quand je faisais la fonctionnalité, je n'avais absolument pas idée, c'est que les gens qui ont payé l'API, ils sont encore clients aujourd'hui. Et ils ne churnent pas. Ce qui je me suis dit, ben, en fait, les business en API, c'est ultra robuste. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui payent, mais dès que tu l'as loqué, c'est terminé. En fait, le gars, il reste 3, 4, il reste des fois des années. Alors que sur un business, alors sur l'autre partie du business, je peux avoir des gens qui utilisent le produit un mois et qui se barrent, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, tu as plein de suppositions au début, mais en fait, c'est le terrain qui va révéler la vérité, tu vois. C'est pas toi dans ta petite tête qui pense, tu as des suppositions au début, tu fais, mais c'est le terrain qui te dit après qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. D'accord. Et en termes de ciblage, on va dire, tu définis ça juste avec des facteurs comme, voilà, c'est le domaine d'activité, SaaS, agence de recrutement, etc. Ou il y a d'autres facteurs comme, je sais pas, ici, je sais que pour prospecter de la géographie, on s'en fout un peu, mais je veux dire, quels conseils tu vois pour pouvoir identifier un persona de manière assez restreinte ou pas trop restreinte non plus? Moi, j'aime bien cibler par industrie. Je trouve que c'est intéressant. Industrie et nombre d'employés, c'est pas mal. Ça te permet d'avoir deux axes sur lesquels tu peux faire varier. Les industries, ça te permet d'avoir une topologie de clients assez large que tu peux pour définir quel type d'industrie va payer plus que l'autre. Mais à la fois, le nombre d'employés, ça te permet de savoir aussi de faire varier le. Quand tu as plein d'employés, tu as plus d'argent, tu as fait plus de revenus, mais les cycles d'achat sont plus longs. Il faut convaincre plus de personnes. Il faudra mettre plus d'énergie, mais peut-être que le champ va être mieux. En fait, tu vois, c'est vraiment. J'aime ces deux axes sur lesquels j'aime bien travailler, en tout cas. Nombre d'employés et industrie. Mais c'est très, très spécifique à l'entreprise. C'est vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Chaque produit est différent, chaque entreprise a une cible différente et du coup, il va falloir vraiment beaucoup expérimenter. Il n'y a pas vraiment de règles. Et, pour passer, parce que là, j'ai vraiment envie de passer à la partie message qui est hyper intéressante. Mais avant ça, j'aimerais savoir, toi, les erreurs que tu vois le plus fréquemment avec les entreprises que tu as accompagnées chez The Family ou ailleurs. En termes de ciblage, est-ce qu'il y a des erreurs qui sont récurrentes que tu vois chez quasi tout le monde? Bah, une erreur que je vois beaucoup de gens faire au début, c'est vouloir récupérer trop de leads. C'est-à-dire que la personne, elle veut 100 000, elle veut 15 ou 20 000 leads. Et en fait, bah, le problème, c'est il va falloir les contacter. Et sachant qu'il va falloir nettoyer ces fichiers-là, il va falloir traiter les démos. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter non plus 150 000 démos. Il va falloir par jour, si tu es tout seul. Donc, en fait, des fois, il vaut mieux se concentrer sur je vais essayer d'avoir ça. Et par contre, ça, je vais bien l'exploiter pour déterminer si oui ou non ce personnel est intéressant pour moi. Tu vois. Plutôt que de partir tout de suite je cherche un produit qui va me filer 1 million de leads. En fait, parce que derrière, il va falloir vraiment traiter ce fichier, il va falloir nettoyer et c'est une grosse perte de temps. Donc, des fois, j'aime bien la stratégie. Plutôt, je suis agile. OK, je me constitue un fichier avec 1000 leads qui sont propres et qui définissent ce personnel-là. Et ensuite, avant de vouloir faire du volume, on va voir si ça marche. Parfait. C'est vrai que vu comme ça, il vaut mieux alors à ce moment-là essayer de commencer petit et au fur et à mesure grandir dès qu'on a les réponses Exactement. aux questions, comme tu as dit. J'ai bien aimé C'est la comme une phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est construire un produit ou un service en fait pour justement pour comprendre le produit à construire réellement. Donc on Ouais. voit souvent les personnes vouloir commencer en se disant je vais commencer avec un produit parfait et qui passe 1, 2, 3 mois voire 6 mois à réfléchir juste au produit parfait alors qu'au final vas-y fonce, va sur le terrain, teste et puis on verra ce que ça va donner. J'aimerais passer à la partie message si tu Ouais, penses que ouais, la clairement. partie ciblage, on l'a assez bien abordé. J'aimerais savoir encore une fois, comme pour le ciblage, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi pour toi un bon message? Et les conseils, on va passer en revue un peu tout ce qu'il y a à dire sur le côté message. Bah, pour faire une réponse assez simple déjà, un bon message, c'est un message que j'aimerais recevoir. Donc, pour peu que je sois la cible du produit que je vends. Donc, déjà, ça va permettre d'enlever tous les messages qui sont longs.
Parce qu'on va pas se mentir, hein, personne n'a envie de lire des grands pavés quand on ne connaît pas l'envoyeur du message. Et encore moins, sachant qu'il y a un truc que les gens ils sous-estiment énormément dans les messages, c'est que ils écrivent leurs messages sur ordinateur, donc ils sont bien installés à leur bureau, ils ont un grand écran, mais la grosse majorité de ces messages sont lus sur des petits écrans de smartphone. Donc, en fait, ça crée un paradigme où quand on écrit son message, il faut absolument toujours faire en sorte qu'il soit essayer de se le représenter aussi sur un écran de smartphone. Parce que un gros pavé sur écran, ça peut passer, mais un gros pavé sur un téléphone, c'est pas du tout la même appréhension du message. Donc, un message court. Ensuite, un message humain. En fait, je pense que les gens, ils se mettent beaucoup de barrières. C'est pas parce qu'on connaît pas quelqu'un que cette personne-là, elle ne peut pas avoir un discours formel avec toi, tu vois, un discours amical. J'enlève, moi, tout ce qui est tournure de politesse en vous souhaitant blablabla, désolé de vous déranger, blablabla. Enfin, tout ce qui est ces trucs-là, moi, j'enlève. J'essaie de plutôt avoir un message très court où je vais tout de suite lui donner de la valeur et surtout mettre une seule et unique proposition de valeur dans mon message. En fait, ce que font les gens quand ils écrivent des messages, ça c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est qu'ils ont un produit qui fait 3 choses, par exemple. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre ces 3 choses-là dans le premier message. Donc du coup, forcément, on a un message qui est long. Prends le truc le plus important pour ce persona-là que ton produit fait et définis-le en 1 ou 2 phrases, grand max. Et après, derrière, fais en sorte que cette proposition de valeur, elle soit comprise. Si la personne est intéressée, tu auras tout le temps derrière de lui expliquer les autres choses géniales que font ton produit ou que font ton service. Mais réfléchis à laquelle est la plus intéressante parmi ces choses-là, parce qu'il y en a toujours une qui est plus intéressante que les autres, ça c'est sûr. Et derrière, tu la mets en avant. Et déjà, quand la personne elle a compris ça, tu as déjà fait une partie du chemin. Vaut mieux un mec qui comprend une chose sur une que 0 sur 3, tu vois. Et ça a un message beaucoup plus court. Ensuite, une autre erreur que je vois régulièrement faite, c'est je reste trop souvent sur, je reste trop souvent dans le canal en fait de messages. Par exemple, si j'envoie des emails, ils répondent par email, etc. Et en fait, ils finissent par avoir un discours qui reste que sur un seul canal. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'en prospection, quand on prospecte quelqu'un, on veut sortir ce canal le plus vite possible pour arriver, sur un appel téléphonique, 2, sur un rendez-vous visio ou ce que tu veux, ou 3, un rendez-vous physique quand c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on reste sur le canal sur lequel on a envoyé le message, qui sont souvent des canaux asynchrones, où les gens en fait, peuvent lire le message quand ils ont envie de le lire, que ce soit l'email, une boîte de messagerie LinkedIn ou une boîte de messagerie Twitter ou ce que tu veux. En fait, on prend un risque que la personne elle finisse par ne plus répondre à nos messages et du coup, on foire le deal. Donc, il faut absolument très vite mettre en valeur ce qu'on fait, les bénéfices que le client va pouvoir avoir et définir un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous Skype ou ce que tu veux le plus vite possible pour sortir du canal. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est-à-dire que on sent que voilà, le feeling passe bien et tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais encore parler avec la personne, je vais encore argumenter, etc. Et quelque chose que j'ai aimé, bah, en fait, quand tu as commencé par la phrase qui résume tout, donc un bon message, c'est un message qu'on aimerait recevoir, je veux dire, tout le reste, c'est des conséquences de cette phrase-là. Et comme tu as dit, Absolument, ouais. parfois on aime bien le fait de voir qu'il y a un taux de réponse, le fait de voir que le gars nous répond même si c'est 2, 3 jours après, alors que peut-être qu'il faut juste essayer de pousser pour avoir ce rendez-vous, que ce soit en live, via Zoom ou même au téléphone, et tu essaies d'avoir ça. Et là, effectivement, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de convaincre, on va dire, quand tu es sur Zoom ou au téléphone en voix directe, tu n'as pas ce temps-là où le gars peut réfléchir à son aise, etc. Donc, c'est un côté beaucoup plus humain, je trouve. Et c'est sur ça, c'est sur ces moments-là où je pense que la magie vraiment opère. Et par exemple, je vais te donner un autre exemple qui va faire rire sûrement, mais il y a un gars que j'ai vu faire un truc assez marrant. Il disait qu'il avait reçu un email et en fait, c'était un gars qui vivait à Boston. Il reçoit un email de prospection pour lui vendre je sais pas quoi. Et en fait, à la fin, le gars, il avait signé PS. D'ailleurs, je vais à Boston avec ma femme dans 3 semaines. Est-ce que tu connais pas une bonne pizzeria sur Boston, tu vois? Et il avait répondu, le gars,
comment t'as pas envie de répondre à un message comme ça? Du coup, il avait répondu en disant oui, d'ailleurs, il s'avérait que le mec, en plus, coup de chance, il était fan de pizza, du coup, il avait filé une adresse. Mais du coup, en fait, tu vois, il y a ce côté très humain derrière. Alors, je sais, des fois, il y a des gens, ils vendent à des boîtes, c'est très formalisé, etc. Si tu contactes un DRH dans le luxe, tu vas peut-être éviter de lui, et encore, je sais pas, mais tu vas peut-être éviter d'avoir des approches un peu plutôt qu'on va utiliser dans le monde des startups. Mais, et encore, je sais pas, des fois, parce que ça peut fonctionner. Des fois, on reste des humains, en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'on respecte notre temps et qu'on nous donne de la valeur. Enfin, qu'on nous fasse un message qui a de la valeur pour moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il soit court et qu'il va me mettre en avant ce pourquoi je devrais lire la phrase suivante de ton message, tu vois. C'est ça, en fait, le message initial n'a pas pour objectif de vendre. Une erreur qui est souvent faite. On pense que le premier message, tu as envie de vendre, alors que justement, le premier message, son objectif, c'est juste c'est comme quand tu toques à la porte. Tu ne demandes pas directement de manger, tu attends qu'on t'ouvre, tu rentres, ça se passe bien, tu t'assieds, tu manges, etc. Donc, c'est vraiment c'est les prémices de la relation. Donc, si on a un message assez court, assez humain, ça donne envie en fait à la personne de te connaître. Et quelque chose que moi je conseille généralement, c'est ce côté-là, comme tu as dit, même si on contacte la DRH d'une marque de luxe, ben, peut-être ne pas contacter les 500 personnes que tu as dans ta liste de prospects, mais faire de l'A/B testing et tester. C'est-à-dire que quand tu rajoutes un petit PS comme ça marrant, tu testes, tu regardes un taux de réponse, Exactement. et là, généralement, il y a vraiment de belles surprises parce que, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ces approches-là, c'est-à-dire que on a beau réfléchir, on a beau anticiper, prévoir, c'est finalement le terrain qui nous donne les vraies réponses. Et on est souvent surpris. C'est-à-dire que n'hésite Bien pas, sûr. envoie des messages et tu verras qu'il y aura de belles surprises. Et après, ben, on les teste. Une fois que tu as le résultat de la B-testing, à ce moment-là, c'est parti. Et en fait, je veux dire un truc. Il y a des trucs des fois très drôles, mais imaginons, j'envoie un email à quelqu'un, je lui fais un message qui est sympa, il me répond. Mais il me dit qu'il n'est pas intéressé par mon produit. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est fini ou est-ce que ça continue? La plupart des gens, ils disent, eh ben, vas-y, je suis désolé, à bientôt, bonne journée. Et en fait, c'est une erreur. Parce que ce qu'il faut faire là, c'est que la personne t'a répondu, tu lui réponds déjà, un, qu'il ne sera pas recontacté, et deux, s'il connaît une seule et unique personne qui peut être intéressée par mon produit, par son produit, qu'il n'hésite pas à forwarder ce mail, tu vois, à cette personne-là. Parce qu'en fait, tu peux avoir des gens qui vont te faire un referral. Et là, du coup, quand on a un referral, ça change tout le game. Parce que du coup, on a beaucoup plus d'impact dans le message. Parce que tu es dans. Si tu forward à quelqu'un ou qui te dit, tiens, cette personne-là pourrait être intéressée, tu commences son message, je viens de cette personne de X, que la personne connaît, du coup, j'aimerais te présenter ça, blabla. Et là, tu fais ton message. Mais du coup, tu as un referral qui justifie la personne de lire la phrase suivante, tu vois, parce qu'elle connaît la personne. Donc, du coup, l'ami de ton ami est ton ami, tu vois. C'est genre, tu as créé une confiance indirectement avec le référent. C'est ça, et un referral, je veux dire, le message peut être aussi claqué que tu veux. Ça ne vaudra jamais le meilleur message que tu lui envoies toi de manière directe. C'est-à-dire qu'il a tellement confiance en ses potes que tu peux venir avec n'importe quel message. Tu ne croiras jamais autant que. C'est comme toi, ton pote, quand il te dit va dans ce resto, il est hyper bon. Tu peux arriver, la vitrine, elle peut être moche, etc. Mais vu que tu fais confiance à ton pote, bah, tu rentres quand même et tu le testes parce que tu as ce côté validation par quelqu'un de confiance. Et c'est vrai que ça change tout. C'est ce que tu as fait toi, d'ailleurs avec moi, tu vois. Tu as dit, je viens de la part de Shubham, il m'a dit que ce serait intéressant qu'on échange ensemble. Et bah, du coup, je connais Shubham, j'aime bien ce qu'il fait, je trouve que c'est une personne très intéressante. Et bah, du coup, j'ai dit, vas-y, go, on essaye, tu vois. Mais si tu m'avais contacté peut-être avec une autre message, on ne sait pas, je pense que je t'aurais répondu. Mais peut-être que la personne ne t'aurait pas répondu parce que tu n'avais pas de référent, tu vois. Donc, faut pas hésiter. En fait, la vente, ça doit être d'abord un échange humain, je pense, avant toute chose. Et comme on a dit tout à l'heure, en fait, ça demande du coup d'écrire un message qu'on aurait aimé recevoir. Ça, c'est clé. Justement. D'ailleurs, je remercie juste une petite correction, c'est Kevin Dufresne qui Ah m'avait oui, envoyé. Et je le remercie parce que franchement, il m'a fait découvrir de très 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 bons profils. D'ailleurs, on aura un prochain épisode avec Ruben Tayeb, ce sera un bel épisode aussi. Et j'aimerais juste revenir sur ce côté-là tu as soulevé un point important, c'est-à-dire quand la personne, ici, voilà, on a dit qu'il y a eu une belle réponse, que ça s'est bien passé, mais souvent, surtout quand on opère dans le B2B, etc., on parle à des décideurs, etc., ils n'ont pas souvent le temps. Moi, j'avais fait une campagne de mail et après 2 semaines, j'avais pas beaucoup de réponses et je m'étais dit, voilà, c'est un échec total. Et on avait automatisé, bien sûr, des emails de relance.
Et c'est les emails de relance qui ont converti beaucoup plus que les premiers mails. Et j'aimerais savoir, toi, par rapport à ton expérience, comment tu vois les emails de relance? Bah, les emails de relance, c'est clé, hein. Tu es obligé d'en faire parce que ce qui se passe, j'aime bien visualiser les choses sous forme de funnel. Et par exemple, en fait, la première partie du funnel, c'est la personne, elle ne te connaît pas, donc elle prend connaissance de ton nom, de ton produit, etc., ton email, et généralement, elle peut passer à l'email suivant, tu vois. Le deuxième email que tu envoies, la personne, elle a déjà vu ton nom et elle peut-être lu ton email en entier, tu vois, mais elle t'a pas répondu. Du coup, ça permet de remettre un pied à l'étrier et d'augmenter souvent les taux de réponse sur le deuxième. Ça arrive très souvent, hein. J'ai vu sur beaucoup de campagnes on a plus de réponses sur la relance que sur le premier email initial, hein. Donc, il faut faire des relances. Après, toujours la question ultime, combien on fait de relances? Et bah, moi, je vais te dire, tu fais autant de relances que tu veux. Moi, j'en fais 3. Après, si tu as envie d'en faire 10, tu regardes si ça marche. Si au bout de la 10e, tu as zéro réponse, peut-être que ça vaut le coup d'en faire que 7. Toi de voir, en fait. Il y a vraiment pas de règles. Des fois, il ne faut pas chercher trop de règles et des frameworks bien stipulés. Il n'y a pas de. Il faut juste tester et voir si ça marche. Ça va. Et pour le contenu en fait des messages, si tu devais dans le funnel dont tu me parlais, si tu devais comparer, on va dire le contenu du premier message, prenons une campagne avec 3 messages, le contenu du premier, du deuxième et du troisième, qu'est-ce que toi tu fais en fait sur ces trois-là? Bah, en fait, déjà, j'aime bien un email égale une information que je veux faire passer. Donc, chaque email a une seule et unique information que je veux faire passer et pas 150 000. Et donc, peut-être que des fois, le deuxième et le troisième, il a une information qui est beaucoup plus intéressante et que ça vaut le coup de la mettre en premier, du coup, tu vois. Donc, c'est ce genre de choses que je vais regarder. Après, bon, bah, qu'est-ce que je regarde? Je regarde. Alors, je regarde en priorité les taux de réponse, mais uniquement les taux de réponse des gens qui veulent me booker une démo, hein, pas des types qui me disent je suis pas intéressé. Je regarde parce que je regarde ensuite les taux de clics sur le lien, s'il y a un lien dedans. Ça, c'est un indicateur d'intérêt, donc c'est quand même très important. Et il m'arrive des fois de regarder les taux d'ouverture, mais les taux d'ouverture, j'ai vu tout et son contraire, c'est-à-dire des campagnes avec un super taux d'ouverture et derrière, en fait, très peu de deals qui sont closés et d'être avec des taux d'ouverture moyens et en fait beaucoup de deals derrière. En fait, le taux d'ouverture, ce qui est intéressant avec le taux d'ouverture, ça veut dire que tes leads, ils sont de qualité. Tu as eu des leads où l'email a bien été envoyé dans la boîte mail de la personne, il a reçu, il a ouvert, et derrière, il t'a permis de. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est une cible qui est intéressante ou quoi que ce soit. Il faut aller plus loin et il faut regarder le taux de réponse et le taux d'ouverture et les taux de closing derrière. D'accord, ça va, c'est plus clair, mais cette stratégie de un mail, une info, c'est quelque chose qui est hyper intéressante. C'est vrai que, voilà, Ouais. nous, ce qu'on faisait, c'est que dans le premier mail, tu te présentais un peu, tu t'expliquais, tu donnais un argument. Et puis, dans le deuxième mail, je rajoutais quand même un autre argument de vente, c'est-à-dire que, je sais pas, je rajoutais. Chaque fois, en fait, on mettait quelque chose de différent, mais toujours, il y a un mail, il y a, on va dire, un argument de vente supplémentaire qui venait se rajouter pour convaincre encore plus, parce que parfois, tu n'as peut-être pas touché, tu n'as pas joué sur la bonne corde, on va dire, et sur le premier mail, et sur le deuxième, c'est quelque chose, c'est une corde qui fait résonner, et c'est là que tu as le côté réponse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le côté message ou si tu veux qu'on passe déjà au côté channel. Non, je pense que on a fait à peu près le tour des choses importantes que j'avais à dire sur le sujet. Ouais. C'est ça, moi j'ai eu Faut répondu à expérimenter, hein. toutes les questions qui sont revenues en tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on y répondra. Et maintenant, pour passer à la partie channel, justement, qu'est-ce que tu conseilles? On a beaucoup parlé de mail, mais il n'y a pas que ça. Justement, quelque chose en B2B qui est fortement. Je ne sais pas si c'est une image assez fausse ou pas, mais on pense que le B2B, c'est que l'email et que LinkedIn. C'est vrai que principalement, il y a beaucoup de réponses à ce niveau-là, mais je pense que tu as vu d'autres exemples qui. Ah oui, oui, ah, carrément. Alors, déjà, moi, il y a une erreur que j'ai fait tout au début, je pensais que le téléphone, c'était démodé, que ça venait d'un ancien temps. Et ben, en fait, c'est du bullshit, c'est absolument important. Je connais des boîtes qui ne closent que au téléphone et j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. Le téléphone, c'est important, mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est adapté à tous les types de boîtes. Comme je te dis, si tu vends quelque chose
à des coiffeurs, à des docteurs ou à des gens qui ne sont pas forcément tout le temps dans le digital, le téléphone va être beaucoup plus intéressant. Et là, du coup, on est dans une approche téléphonique de prospection où on va se servir du téléphone pour fixer un rendez-vous et derrière vendre son produit. Euh, donc, il y a le téléphone, il y a l'email, il y a LinkedIn. Euh, En fait, après, on peut être créatif sur des boîtes qui sont très importantes pour nous, ou qui ont des grosses lifetime value, tu vois, genre des mecs qui payent vraiment beaucoup d'argent. Donc, peut-être que là, on peut innover et il y a des services qui permettent d'envoyer des cartes postales, tu vois, personnalisées où la personne elle va le recevoir et ça, rien ne t'empêche de faire une approche avec une carte postale où tu envoies le premier message dans la carte postale avec le nom de la personne et derrière, tu utilises le téléphone comme deuxième moyen de communication, tu vois. Mais du coup, tu te dis, du coup, la personne, elle a déjà pris la connaissance de ta carte postale avec le message que tu voulais qu'elle comprenne. Et du coup, forcément, tu as une approche que personne ne fait, tu vois. Mais il ne faut pas hésiter des fois à changer de channel quand ça ne marche pas. Il faut pas hésiter à en tester plusieurs. Je dirais que c'est souvent assez évident lequel canal va être le plus intéressant pour sa cible. En général, quand on connaît sa cible, on sait plus ou moins quel canal va être le plus intéressant pour nous. Il ne faut pas hésiter à faire du multicanal aussi. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire, que ce soit des outils comme la grosse machine, Wallaxy, LinkedIn, etc. C'est des outils qui permettent de pouvoir faire des séquences où on va envoyer un message par email, on va ajouter la personne en connexion sur LinkedIn, après on va lui envoyer un message de relance sur LinkedIn, après on va repartir sur l'email. Enfin, tu fais des scénarios comme tu as envie de les faire. J'y crois dans ces outils-là. Je pense juste qu'il faut être résilient. Il ne faut pas lâcher si jamais ça ne marche pas du premier coup. Ça peut prendre du temps de trouver les bonnes séquences pour que ça fonctionne. Donc, il faut laisser le temps en fait à l'expérimentation. D'accord. Et pour toi, on va dire pour ton expérience avec ton produit, est-ce que tu fais du multicanal? Est-ce que as un canal préférentiel ou vraiment tu testes un peu tout? Alors moi, j'en utilise que deux, c'est LinkedIn et email. Euh, Après, je mets beaucoup de liens un peu partout où c'est pertinent, dans des forums, par exemple, ou des gens qui demandent. Mais l'ensemble, c'est beaucoup de l'emailing et de LinkedIn, hein. Enfin, moi, j'ai une cible qui est très B2B, en fait. Donc, à partir du moment moi, ma cible, c'est que les entreprises qui vendent en B2B, puisqu'ils ont besoin d'accéder à une base de données d'entreprise. Donc, à partir du moment où tu vends à des B2B, en plus, c'est une cible de commercial, très souvent, c'est des gens qui cherchent à vendre. Ils sont tous sur LinkedIn, en fait. Moi, je pourrais me contenter que de LinkedIn et de l'emailing, ça me suffit largement. Et je dirais qu'il ne faut pas non plus. En fait, il ne faut pas non plus chercher à avoir 150 000 canaux différents parce que ça prend du temps d'en maîtriser un. Donc, il vaut mieux des fois être concentré et avoir du focus sur un seul que d'essayer de faire le d'être un master partout. C'est très compliqué, tu n'y arriveras sûrement pas en fait. Donc, contrôle celui qui marche et concentre-toi dessus. D'accord, parfait. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'un concept qui est détourné avec le persona channel fit. J'ai bien aimé ce terme-là. Est-ce que tu peux justement nous le détailler un peu plus? Bah, en fait, je dirais que c'est, comme je disais, t'as un canal qui va être beaucoup plus adapté à un prospect, à un type de persona. Du coup, il faut le trouver et c'est et ce que j'appelle du coup je sais plus comment on a dit, la channel, persona channel fit, tu vois, genre ça fit en fait avec ce channel-là, il fit avec ce persona-là. Ouais, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'évaluer en fait. Ça saute tellement aux yeux que à un moment donné, comme tu as dit, généralement, t'as un petit feeling au début, tu en testes deux, trois éventuellement. Et puis, je pense que ça devient une évidence. Tu le vois directement sur. Ah, déjà, il répond en fait, hein. Un persona channel fit, déjà, la première chose, c'est que c'est un channel sur lequel on obtient de la réponse. Donc, C'est ça, si les gens répondent pas sur ce channel-là, c'est peut-être qu'il n'est pas du tout adapté, tu vois. c'est assez simple enfin, à détecter. Pour revenir en fait sur le. Je pense que moi, j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais sur le framework CMC. J'aimerais discuter avec toi en fait de l'approche que tu as sur Prospect With, du fait que tu sois seul tout en accomplissant autant. J'aimerais savoir si, avec ton expérience, si tu peux nous donner quelques conseils, etc., voir un peu comment est-ce qu'on peut gérer un projet aussi grand tout en étant seul. Bah, en fait, déjà, euh, ça, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé pour être honnête d'être seul. Moi, j'ai pas trouvé de cofondateur, donc je me suis lancé. Euh, Maintenant,
ça va être beaucoup d'organisation. En fait, je pense que la première chose consiste à savoir dire non et à savoir être quelqu'un d'extrêmement focus. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, il y a plein de choses qu'on veut faire, mais il arrive que des fois, euh, en fait, on va vouloir faire quelque chose de tellement ambitieux que ça va avoir plus de chances de foirer qu'autre chose. Et on m'avait dit une fois quand j'étais plus jeune, j'avais demandé à quelqu'un c'est quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur. Il m'avait dit fais ça parce que si tu fais, ça va déjà tellement la merde de faire ça que si tu veux faire ça, tu vas te planter, tu vois. Et du coup, ça m'a marqué parce qu'il m'a dit il y a plus de 15 ans, donc et il a totalement raison. Et ça veut dire indirectement savoir dire non et savoir être quelqu'un d'extrêmement focus sur les quelque chose qu'on va faire et pas les 150 000 choses. Ensuite, je pense que le plus important, et ça, c'est pas forcément le fait d'être seul, mais faut être résilient. La résilience, c'est vraiment une valeur qui est extrêmement importante pour moi. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'étais quelqu'un de pas résilient dans le passé. J'ai lancé plein de projets, mais en fait, à chaque fois, j'arrêtais parce que je m'en lassais ou parce que je passais à autre chose ou qu'il y avait un autre truc plus intéressant à faire, j'en sais rien. Et ça vient aussi comment dire, ça vient aussi un peu de la prétention de qui j'étais parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui pense que les choses arrivent vite et sont faciles à atteindre. Alors, dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Créer une boîte, c'est dur. On va pas se mentir, c'est pas facile. Faire payer les gens pour quelque chose, c'est pas simple. Ça va prendre du temps, ça va demander de la résilience. Et ça va demander aussi de faire tout un tas d'erreurs pour comprendre en fait là où on a visé juste. Et du coup, ça, j'y crois énormément dans l'entrepreneuriat. S'il y a bien un truc que j'ai appris à The Family, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles pour réussir. Alors vraiment, il y a tellement de variables qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence ou de quoi que ce soit. Mais là, par contre, je crois beaucoup dans la résilience, c'est-à-dire de mettre un pas devant l'autre, d'essayer de faire, euh, essayer de faire à chaque fois un peu mieux, et surtout de rester consistant en fait et focus et de pas passer à autre chose si ça marche pas. Sauf bien sûr si on a tout essayé et ça fonctionne pas et à ce moment-là on arrête. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes, ça va simplifier énormément les choses parce que ça va te permettre d'être résilient et de passer ces épreuves-là de doute que tu vas avoir et qui vont te permettre d'arriver au succès en fait. Parce qu'on passe tous par des moments de doute, hein. Il y a toujours des moments où tu te dis, bon, en fait, il faut que j'arrête, ça marche pas, ou ça fait pas assez d'argent, etc. Donc, en fait, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas avoir une raison de plus d'arrêter et d'aller chercher un job. Mais par contre, si tu aimes, bah, ça va peut-être être ces quelques petites choses qui vont te permettre d'optimiser et ce qui va te permettre de réussir après derrière, tu vois. Donc, c'est ce que je conseillerais. C'est assez clair et je te rejoins à 100% là-dessus. C'est vrai que tes conseils sont. Parfois, on va dire, c'est des choses qu'on se dit, qu'on répète, mais c'est très, très important de les garder en tête. Et c'est ce qui permet au final de faire la différence sur le moyen et le long terme. Moi, j'ai vu avec toi, Julien, tout ce que je voulais voir. C'est-à-dire que, juste pour résumer, on a dit que quand il y avait un problème de prospection, ce qu'il fallait voir, c'est le côté. Il y a un petit framework que tu as eu avec l'expérience, c'est le côté. Voilà, j'aime bien appeler CMC pour que ce soit plus facile à retenir, mais c'est le ciblage, le message et le channel. Donc, regardez en fait où se situe le problème. Et, euh, et par la suite, ben, on a parlé un peu de ce que tu as fait sur ProspectWeed, etc. J'aimerais déjà te remercier pour tout ce que tu nous as donné. Et j'aimerais aussi, voilà, vu que Kevin, toi, t'as recommandé, on a eu la chance de t'avoir ici par une recommandation, j'aimerais savoir si tu as deux ou trois personnes à nous recommander aussi pour pouvoir les interviewer, les inviter sur l'émission. Je pense qu'il y a Jérémy Goyot, un ancien de chez Spendesk, qui est très intéressant et d'ailleurs que je recommande de s'inscrire à sa newsletter. Il a sorti une newsletter qui s'appelle grossletter.club. Grosse comme grosse la croissance et derrière il est vraiment smart. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à Nantes et vraiment très intelligent et sa newsletter est d'ailleurs très chouette. Ensuite, je conseillerais Brice Morin de la grosse machine. C'est quelqu'un d'ailleurs tu vois s'il y a une chose que je retiens de Brice Morin, c'est son agilité. Quand j'avais travaillé un peu avec lui dans son agence, c'est quelqu'un qui va vite. Il a une idée d'expérience. Il ne va pas attendre 50 ans de la modéliser sur papier, de faire des schémas à gauche à droite. Il va très vite. Il exécute très, très vite.
Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et il aura beaucoup de valeur à donner parce qu'il a monté une agence qui s'appelle 2.io, qui est une agence de marketing. Et il a monté aussi un truc qui s'appelle La Grosse Machine, qui permet de faire de la prospection en multicanal, donc LinkedIn, email et Twitter. Et très intelligent. Et je conseillerais aussi Antoine Goret, sur si tu veux aborder des problématiques de SEO. C'est le CMO de Crisp et du coup, il est très, très intéressant et super agréable aussi. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Moi, je conseille aux personnes d'aller te contacter parce que franchement, au-delà de quelqu'un d'assez sympa et très, très gentil, tu es très, très compétent et ta solution, elle peut vraiment, vraiment faire, comme on dit en anglais, c'est un game changer. C'est vraiment quelque chose qui peut te faciliter la vie quand tu es surtout en B2B. Donc, voilà, j'aimerais savoir où est-ce qu'on pourrait te retrouver. Essentiellement sur mon site ProspectWiz dans la chatbox quand si on veut rentrer en contact avec moi et sinon essentiellement sur Twitter et GitHub. C'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus. Et c'est le Coupa. Ouais, je noterai ton nom et en dessous, envoie-moi tout ce qui est. Moi, je t'ai contacté sur LinkedIn, voilà, pour être transparent. Ah oui, sur LinkedIn aussi un peu, je suis actif, c'est vrai. Je dis des bêtises d'ailleurs. Je suis plus actif sur LinkedIn que sur Twitter, mais Mais voilà, tu nous enverras tout ça et je le mettrai dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, ça nous ferait plaisir pour pouvoir échanger et savoir un peu ce que vous avez pensé de tout cela. Julien, je te remercie. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu nous as apportée. C'était vraiment hyper cool et je pense qu'on te reverra bientôt dans un autre format. Ça nous ferait plaisir en tout cas. avec plaisir. Merci beaucoup et salut.